Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 32 du Monceau Catch, qui va faire la part belle en grande partie au pronostic donc de SummerSlam 2024 qui va se tenir la semaine prochaine, samedi prochain. Un événement toujours important chaque année à la VVE, le WrestleMania de l'été, vous le savez, avec des gros storylines, des grosses affiches, du bon gros build-up comme on aime, avec je pense pas mal d'émotions, pas mal de surprises en perspective. Il y a toujours quand même assez de hype à l'abord de ce pay-per-view, donc je pense qu'il y aura quand même des choses à dire. Et puis une carte qui va être un peu plus épaisse que d'habitude, ce qui est normal pour SummerSlam. 7 matchs annoncés. Probablement pas un de plus, 7 ça me semble bien avec ce qu'on a déjà. Pas besoin de matchs supplémentaires. Bref, on va aller dans le détail de tout ça. Tout d'abord, un petit tour du côté du sommaire de ce Monceau Catch. Voici le sommaire. Voilà, ça va être simple. Les pronostics de SummerSlam Cleveland. Faut préciser Cleveland. C'est un peu comme Takeover. Ils aiment bien maintenant ajouter les villes derrière, comme Backlash France dernièrement. Donc les pronostics. Et puis on terminera comme d'habitude avec le top 5 des matchs du mois écoulé. Là, on avait quand même bien 4 semaines bien remplies pour faire ce top 5. Et là, je peux vous dire que c'était très compliqué et je crois même que c'était tout simplement en 32e top 5. Et ben, je pense que c'était le premier top 5, enfin le top 5 le plus difficile que j'ai eu à faire. Voilà, ni plus ni moins, parce que c'était un crève-cœur de devoir faire des choix et de devoir supprimer. Mais voilà, bon, ça reste un jeu. Il faut pas non plus le prendre trop au sérieux. Et évidemment, c'est toujours selon mes goûts à moi. Voilà, on va passer tout de suite donc à SummerSlam, le gros de la vidéo. Un petit tour du côté du poster. Voici le poster, donc avec... d'ailleurs, on peut le noter, finalement, il n'y a que la moitié des personnes qui sont sur ce poster qui seront présentes, du moins pour l'instant. Donc, celles qui sont en haut, Ripley, Cody, Logan Paul. Et le Miz, pourtant un gars du coin, un gars de Cleveland, pour l'instant pas annoncé. Belair et Cargill, qui tournent autour des titres tag et qui vont avoir une chance d'ailleurs la veille à SmackDown, qui sera aussi à Cleveland, mais pas annoncé pour le pay-per-view. Et a priori, je pense que c'est mal parti, à moins qu'il y ait un petit match kick-off, on sait jamais. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant. Après, on peut passer aussi pour Cleveland avec Johnny Gargano, le champion de tag, avec DIY, avec Ciampa, qui n'est pas non plus sur la carte, donc et qui va aussi avoir des titres, des titres à défendre. Donc contre Fatou, ça va être Fatou et Tamatonga, donc ça va être aussi un gros match. Mais voilà, donc pour l'instant ils sont pas sur la carte ces gens-là. Donc bon, voilà, ça reste une petite indication, mais sans grande importance. Voilà, maintenant je vais pronostiquer les 7 matchs vite fait, en allant, on va dire, dans l'ordre par ordre d'importance. Donc 7 matchs, comme je le disais. A priori, il n'y a pas besoin d'en mettre un de plus. Je pense on a ce qu'il faut, pardon. Et puis, il y a de quoi faire un pay-per-view du coup, qui sera plus dense. Je pense à mon avis, on va être plutôt, au lieu d'avoir un format 3 heures, comme on avait dernièrement, je pense qu'on est parti plutôt sur un format 3h30 là. Après, c'est pas bien grave, c'est SummerSlam, donc faut quand même que ça se démarque un petit peu des pay-per-view, je dirais 10 secondaires. Donc c'est pas non plus choquant. Mais voilà, moi j'attends en tout cas, pour faire une petite introduction, vraiment des surprises, quelque chose de marquant, des retours, des trahisons, des arrivées surprises, plein de choses comme ça. Parce que voilà, il faut que ce soit le show, quoi. Alors on sait qu'il va y avoir un peu de musique, il va y avoir des concerts, etc. Donc ça va se démarquer un petit peu, mais il faut vraiment marquer le coup et se dire que voilà, on va basculer ensuite sur tout l'été et les semaines qui suivront, sur des nouvelles intrigues, on va dire, et des développements de storyline. Donc là, on a eu entre Mania et SummerSlam, on a eu voilà des choses qu'il fallait aussi créer, des nouvelles histoires ou alors des développements d'histoires. Et là, c'est le pinacle, SummerSlam. C'est là qu'on règle les comptes. Donc j'attends beaucoup évidemment de ce show et j'attends des retombées aussi importantes qui seront, je le pense, je l'espère, à la mesure de ce qui se sera passé. Donc le Raw et le SmackDown post SummerSlam seront aussi à surveiller de près, je pense. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Et puis pour l'heure, faudra faire attention,
c'est format Big Five. Donc format Big Five, hein, il faut bien s'en souvenir, c'est 1h du matin pour nous et non pas 2h. 1h du matin, samedi, dans la nuit de samedi à dimanche prochain, le 3 août, hein, c'est écrit sur le visuel, samedi 3 août. Donc 1h du matin pour nous et 23h pour nous, le countdown. Le countdown de 2h. Bon, on verra s'il y a un match ou pas, mais bon, maintenant on commence à s'habituer. Alors c'est ça qui est un peu long avec les Big Five. C'est des countdowns de 2h avec beaucoup de parlotte, les vidéos package, le panel qui va discuter sur plein de choses, hein, Biggie et compagnie, Wade Barrett. Bref, ça peut paraître un peu long, mais il y aura 2-3 interviews backstage aussi. Voilà, bon, c'est toujours intéressant comme de les écouter, on sait jamais. On peut toujours avoir des petits éléments intéressants, mais bon, il n'y a rien non plus de bouleversant, on va dire, par rapport à ce qui va se passer. Voilà. Donc voilà, on va commencer par le premier match, à savoir Logan Paul contre LA Knight, donc pour le titre US. Bah ça y est, on y est. C'était le match que moi, je l'attendais depuis tellement longtemps, cette opportunité pour le titre US pour LA Knight, depuis le temps. Hein, ça aurait pu déjà arriver à Mania. Eh ben voilà, finalement on va l'avoir à SummerSlam. Hein, mieux vaut tard que jamais. Cette opportunité enfin pour un titre mid-card pour LA Knight qui se faisait vraiment cruellement attendre. Voilà, on savait que ça allait arriver maintenant, ça c'était sûr. Et avec un build-up, je dirais correct, avec du bon micro, hein, des bonnes punchlines. Donc c'est efficace. Le petit segment à la piscine, hein, chez Logan Paul de la part d'LA Knight, voilà, c'était drôle. Et voilà, c'est plutôt efficace. Là on a vu dans le dernier match entre Escobar et LA Knight, victoire d'LA Knight, et puis attaque de Logan Paul, hein, qui avait déjà essayé de faire perdre LA Knight pendant le match, hein, ça n'a pas suffi, mais il a quand même réussi à prendre le dessus, Logan Paul, avec un joli frog splash, et avec l'aide quand même de Santos Escobar. Voilà, bon, je suis pas sûr que ça ait une incidence sur ce qui se passera lors du match de SummerSlam, je pense pas qu'on verra Escobar, à mon avis non, je pense pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, si l'on peut dire, c'est que Logan Paul nous a teasé un truc backstage en disant que il avait pu échanger avec un certain Mr. Cleveland. Hein, donc il faut rappeler qu'il c'est quand même un gars de Cleveland, hein, Logan Paul. Donc il sera chez lui. Alors on verra dans quel accueil il aura. Ah, ce sera peut-être pas non plus un gros accueil de babyface. Hein. À voir. Hein. Surtout face à LA Knight. Ça sera quand même intéressant de suivre ça. Et donc il a reçu un appel de ce qu'il appelait Mr. Cleveland, et que ce Mr. Cleveland il a des choses à lui offrir, enfin il a une petite surprise pour lui. Bon voilà, on est resté là-dessus. Donc est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude à avoir pour LA Knight du coup? Bref, voilà. Et je me suis un peu renseigné, bon, visiblement ce Mr. Cleveland ce serait un certain MGK, hein, à savoir Machine Gun Kelly, hein, le chanteur Machine Gun Kelly, hein, qu'on avait déjà d'ailleurs vu, hein, chez VVE, hein, qui s'était fait exploser avec cette fameuse powerbomb de Kevin Owens il y a quelques années, hein, on s'en souvient. Et donc, ce serait Machine Gun Kelly, puisque effectivement il avait chanté une chanson qui s'appelait Cleveland, et qu'il a vécu à Cleveland. Hein. Alors même si c'est un Texan, il a vécu très jeune, il a déménagé du côté de Cleveland, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le coin. Donc oui, ça peut avoir du sens effectivement que ce soit lui. Et en plus, ça aurait d'autant plus de sens que on sait qu'il va y avoir aussi une prestation, une performance scénique de la part du chanteur Jelly Roll, hein, qui nous a offert les deux thèmes principaux de SummerSlam. Voilà, on a vu un petit clip d'ailleurs où il était un peu portrayé comme un catcheur VVE, enfin comme une superstar. Jelly Roll, et comme par hasard, il vient de sortir cette semaine un morceau en duo avec Machine Gun Kelly. Ah dis donc, comme par hasard, hein, qui s'appelle Lonely Road. Alors c'est plutôt axé country, hein, si vous aimez la country, c'est très particulier. Voilà, c'est pas du goût de tout le monde, mais voilà. En tout cas, ouais, les choses se concordent. Et donc, tout ça pour dire que je pense que ce match c'est vraiment le match, je dirais le match paillette, c'est le match VIP, véritablement, de ce SummerSlam. Et je pense que du coup, alors je vais faire le pronostic, victoire de LA Knight. Voilà, je pense que le règne de Logan Paul, il est quand même bien long. Voilà, hein, ça date de Crown Jewel. Voilà, victoire sur Mysterio, le fameux point américain déposé par Escobar d'ailleurs. La boucle est bouclée, hein, quand on voit ce qui s'est passé dans le dernier SmackDown. Encore Escobar, hein, qui était quand même dans l'affaire. Le règne est long
pour Logan Paul. C'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est pas le problème, mais je pense qu'il a suffisamment déjà eu de temps en tant que champion. Pour quelqu'un qui n'est pas catcheur à la base, c'est quand même déjà largement, c'est déjà largement suffisant, je pense, quand même, d'avoir 8 mois de règne, hein, 8 mois de, c'est quand même énorme. Euh, et et ben, je le disais à chaque fois, LA Knight, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Enfin, je dis ça depuis déjà un an. Donc et heureusement que le fer reste encore un peu chaud. Heureusement qu'il a gardé son overness parce que c'était pas gagné d'avance. Et si c'est pas maintenant, c'est jamais. Voilà, et it's now or never. Voilà, c'est vraiment, on peut pas dire autre chose. It's now or never pour LA Knight, parce que là, s'ils font pas gagner, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et je ragerai bien entendu, parce que là, on peut pas encore passer à côté de l'occasion. Et la Net fera un très bon champion des États-Unis. Il portera bien le titre. Et pour moi, ce titre est taillé pour lui, quoi. Donc, et ça fera un bon feel good moment. Quand bien même Logan Paul est du coin, bah oui, on n'est pas obligé de gagner parce que sous prétexte qu'on est du coin, hein. On l'a vu suffisamment. Donc pour moi, il faut que Elena gagne. Et puis bah on nous met un peu aussi dans une situation où on a l'impression qu'Elena va être un peu à 2 contre 1, ou alors qu'il va y avoir un peu du sous-nombre. Avec cette surprise, ce Mister Cleveland, on se dit oulala, attention, ça s'est mal barré pour LA Knight. Bon, finalement, voilà, ça risque d'être Machine Gun Kelly, donc un chanteur, bon voilà, c'est pas ouf. Et du coup, je me suis dit avec ce duo, cette chanson qui vient de sortir là, avec Jelly Roll, qui sera évidemment sur place, donc puisqu'il va chanter, du coup, pourquoi pas faire une réunion avec justement Jelly Roll qui jouerait pour l'occasion le rôle du face. Et donc il se rangerait du côté de LA Knight, ce qui vaudrait à ce moment-là un petit segment à l'intérieur du match avec Jelly Roll qui viendrait s'interposer face à Machine Gun Kelly, qui pourrait peut-être essayer de tricher ou peut-être d'offrir un point américain à Logan Paul, hein, le grand classique. Et là, Jelly Roll arrive, il lui retire au dernier moment le point américain des mains. Et voilà, sans se frapper, hein, on va pas se frapper. Et puis bon, ils sont collègues quand même, hein, ils sont comme voilà. Et puis c'est surtout ça permettra de faire de la promo pour leur dernier titre. Voilà, c'est du tout bénef, hein. C'est tout bénef pour eux, hein. Donc ils vont le faire. Donc je pense que c'est vraiment un match VIP. Voilà, 2 chanteurs et 2 catcheurs, dont un qui est voilà un gros influenceur, quand même qui a plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube, hein, c'est quand même colossal. Et donc voilà, victoire de LA Knight derrière, hein, quand même, hein, il faut que ce soit ça le but. Feel good moment. Le match, bon, ça sera pas la folie, on sera pas sur du grand in-ring. Puis bon, là, Logan Paul, là, il a pas, je dirais, une Ferrari en face au niveau in-ring, donc il faudra pas s'attendre à des merveilles. Ça va être pas mal overbooké. Il y aura pas mal de choses autour, on va dire. Et une ambiance, il y aura de l'ambiance quand même, donc ça fera le taf, mais je m'attends pas non plus à un banger. Ça sera un 3,5, 3,75 bien tassé, voilà, si on s'en sort bien en tout cas. Voilà, pour moi, victoire de LA Knight qui me semble indispensable. On passe maintenant au match suivant. Braun Breaker contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Et bien c'est tout simplement la revanche du Money in the Bank. Je vous l'avais dit, hein, dans ma review du mois dernier, la fin, le regard de Breaker, on sentait que c'était pas fini. On sentait qu'il allait avoir encore des suites. Et effectivement, pas mal de matchs de mid-card. Et c'est peut-être ma petite déception parce que j'ai l'impression que la façon dont c'était construit sur les derniers Raw, ça me donnait l'impression qu'on allait nous préparer un multi-man match avec plein de mid-carders. Là, je pense à Dragunov, je pense à Pete Dunne, je pense à Sheamus, je pense à Bronson Reed. Et en fait, pas du tout. Finalement, on a eu un number one contender match, hein. On a eu Dragunov contre Breaker là dans le dernier Raw. Victoire de Breaker, mais bon, ils ont protégé l'affaire. Il s'est pris un spear en plein vol, Dragunov là, qui l'a bien découpé. Voilà, ça lui a coupé le souffle. Il pouvait pas reprendre. Ils ont arrêté le match comme ça. Bon, ça protège. On va dire que c'est un choix plutôt judicieux. Ça garde une cartouche pour plus tard pour Dragunov, donc c'est pas plus mal. Et donc, number one contender, Breaker à SummerSlam, pas plus. Donc tout ce qui se passe du côté de Pete Dunne, de Sheamus, de Bronson Reed, tout ça, bon, ça reste, on va dire, de la low mid card pour l'instant. On garde ça à Raw, mais pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de titre intercontinental. Bon,
on continue les affaires. Donc voilà, c'était ma petite déception parce que j'avais l'impression que tout est en train de se croiser et je me disais ah tiens ça pourrait peut-être faire un bon ladder match par exemple. Tu mets tous ces mecs là dans un ladder match, voire un gauntlet ou même carrément un 5 ou 6 pack challenge, ça pourrait avoir de la gueule à SummerSlam et ça rendrait le match très très indécis. Bon, ils l'ont pas fait et ils redonnent une seconde chance à Breaker dans son deuxième seulement pay-per-view dans le main roster, dans sa carrière. Il commence par Money in the Bank, et puis là, il enchaîne déjà avec SummerSlam, donc c'est quand même pas mal pour lui. 2 opportunités au titre intercontinental pour ses 2 premiers matchs de PLE, bah excusez du peu, hein. C'est pas dégueu, hein. Donc il est toujours portrayé comme dangereux, hein, avec ses spears là, assez agressif, ça c'est sûr, dur sur l'homme. Et donc là, bah c'est peut-être sa dernière chance, on va dire. On avait vu, alors, on avait beaucoup critiqué la manière. C'était, je pense, le principal problème de ce match qu'on a vu à Money in the Bank, qui était pas mal, pas extraordinaire, mais ni mauvais non plus, hein, loin de là. Je dirais qu'il était très correct. J'avais mis 3,5. Mais c'est vrai que cette fin, hein, elle était peut-être un peu trop lisse, un peu trop clean même. C'était juste une erreur. Là, il tente le spear et il se prend un petit coup de pied de Zayn. Et puis derrière, bon ben, ça débouche sur les low kick et ça suffisait à Zayn pour gagner quoi. Bon, vu comment il était vendu, Breaker, bon, c'est peut-être un peu light. Et là, bah justement, il y aura peut-être l'occasion de racheter ça quoi et de réparer tout ça. Et bah ça me renvoie vers le prono. Alors moi, d'habitude, moi qui parle souvent du fameux booking de la patience de Triple H, et ben là, je vais un petit peu égratigner ce théorème, qui reste le mien, hein, c'est juste mon truc à moi, hein, mais ça veut pas forcément dire que c'est vrai. Mais là, je vais un peu l'égratigner, moi je vais quand même aller vers la victoire de Breaker, parce qu'on insiste quand même, on insiste avec lui, il est toujours aussi dangereux, et je crois pas que Zayn va être capable de reproduire l'exploit, on va dire, 2 fois, et que justement, ça peut permettre de corriger, on va dire, entre guillemets, l'erreur du premier match, peut-être de se dire, bon, peut-être pas faire gagner du premier coup, on va attendre le deuxième, voilà, parce que 3 fois, ça ferait beaucoup, on va pas à nouveau lui donner, voilà, on va pas lui donner non plus 36 opportunités, je veux pas que ça commence à être le nouveau Gable non plus, et bon, il a pas du tout le même, je dirais, type de traitement que Gable, hein, c'est pas le même type de personnage. Là, je dirais, on aurait davantage, on pourrait tout à fait croire que Breaker est capable de battre Zayn géré assez vite, enfin, sans avoir 3-4 tentatives, quoi. Gable, bon, on peut se dire éventuellement qu'il lui en faut plusieurs, même si ça me faisait chier qu'il en rate toujours autant. Mais Breaker, bon, bah, s'il rate la première, il peut tout à fait réussir la deuxième, quoi. Ça serait pas déconnant. Et bah, je pense que cette deuxième tentative sera déjà la bonne. Alors, il faudra évidemment écrire ça différemment. Faudra, je pense, aussi montrer le côté j'ai appris de mes erreurs, comme il a pu faire déjà à Money in the Bank, hein, comme je vous le disais l'autre fois, où il avait foncé sur les escaliers, mais cette fois-ci il avait évité de rentrer dedans, alors qu'Arrow, quelques jours avant, il était rentré dans les escaliers, donc on avait quand même eu déjà des petits progrès en quelques jours pour Breaker, et ben là, bon, ben, il y a encore plus de temps, il y a un mois après, faut qu'il montre qu'il a mûri, encore qu'il a pris encore un peu en expérience et que il a aussi un peu étudié son adversaire et que il est capable aussi de le contrer et de ne pas tomber dans ces petites erreurs, notamment ça serait bien qu'on fasse un petit déjà vu du match du Money in the Bank avec peut-être il se met dans le coin, il tente un spear, mais cette fois-ci il va peut-être pas le faire parce qu'il va se dire ah non ça me rappelle trop le coup de pied que j'avais reçu et la façon dont je me suis fait contrer, je vais peut-être pas le faire comme ça, je vais peut-être changer de tactique. Voilà, ce serait bien qu'on nous raconte ça. Moi je serais content que dans le match on ait l'impression justement qu'il a mûri, qu'il a étudié son adversaire et qu'il est aussi capable de changer de tactique, de s'adapter à son adversaire et surtout d'éviter les mêmes erreurs. Voilà. Donc je pense que c'est la bonne pour Breaker. Et j'ai d'autres arguments. On vient de voir dernièrement que Sami Zayn a aidé Jey Uso qui s'était fait tabasser par une partie du Judgment Day. Et ça tombe bien,
les deux champions actuels, les Irlandais, Balor et McDonough, avaient affronté Zayn et Jey Uso dans le main event du dernier Raw, et Jey et Zayn ont gagné. Alors c'était après à prévoir, mais ils ont gagné, donc forcément, ça leur donne la possibilité d'être champions. Alors on verra quand. C'est pas prévu, je crois. Hein. Non, c'est sûr que c'est pas prévu dans le prochain Raw, puisque je sais que Balor affronte Gunther, donc ce sera pas là. C'est pas prévu, mais ça sera peut-être au Raw d'après, le Raw post SummerSlam. Mais je pense ils vont le faire en weekly, hein, ça c'est sûr. Je pense que ça sera pour le Raw post SummerSlam, personnellement. Bref, en tout cas, ils auront une chance. Et du coup, je me demande s'ils vont pas gagner. Alors c'est drôle parce que ça fait écho à ma carte prédictive de Mania, hein, que j'avais faite en tout début d'année, où j'avais prédit qu'à Mania, Sami Zayn et Jey Uso allaient affronter, alors à l'époque c'était Balor et Priest en tant que champion, pour donc avoir cette histoire avec Jey qui avait perdu contre Sami justement et Kevin Owens un an avant à Mania avec les Uso donc, et que c'était l'occasion pour Jey de récupérer le titre tag avec celui qui lui avait pris les titres tag justement à Mania. Mais là ils sont potes les deux, donc ça pourrait faire une belle histoire, et je me demande s'ils vont pas le faire. Ce qui permettrait donc d'orienter, va dire, Zayn du côté de la division tag pendant un temps, hein, comme il a pu le faire avec Kevin Owens, et du coup, ça veut dire qu'il aurait plus besoin du titre intercontinental, quoi. Donc voilà, c'est un argument de plus pour dire que Zayn va perdre. On va le mettre plutôt vers les titres tag, comme ça Breaker fait lance son règne, et puis évidemment, Dragunov ayant perdu à Raw, mais dire de façon protégée, il a pas pris le pin, il a perdu juste sur arrêt de l'arbitre, il était à l'extérieur, voilà, un peu blessé aux côtes, il a le souffle coupé et tout, donc il pourrait tout à fait demander un rematch. Et puis évidemment, il y a tous ceux qui sont en train de tourner autour là pour l'instant, qui ont les Sheamus, les Pete Dunne et les Bronson Reed, qui vont à un moment donné aussi réclamer quelque chose. Voilà, et puis on aura des matchs un peu différents cette fois-ci, ça permettra d'avoir un peu de fraîcheur, avec des matchs dans un autre style que ceux de Sami Zayn, quoi, parce que Breaker c'est un style qui n'a rien à voir avec celui de Sami Zayn. Bref, voilà, j'espère que le match sera un peu meilleur encore que Money in the Bank, qu'on va encore monter, qu'on passera pas sur un 3,5, mais cette fois-ci sur un 3 quarts, voire 4 étoiles, ça ce serait bien. Je pense qu'ils en sont capables. Breaker Dragunov, c'était pas mal du tout, moi je l'ai bien aimé ce match. Malgré la fin qui laisse un petit goût d'inachevé, mais il continue de progresser, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il y a une bonne mise en valeur du nouveau, on va dire, entre guillemets, de celui qui vient de NXT, du jeune, et c'est plutôt bien réussi de ce côté-là. Et puis ce serait quand même une grosse sensation, deuxième pay-per-view de sa carrière dans le main roster, et déjà un titre intercontinental, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est quand même un titre prestigieux que un certain John Cena ou même un Sheamus n'ont toujours pas eu, hein. C'est tout ce qui leur manque dans leur carrière. Donc pour Breaker, ce serait quand même une sacrée sensation. Mais moi j'y crois fortement. Voilà. Et le match, moi je pense qu'on aura quelque chose de bon. Et puis voilà, le petit bonus, ce fameux DDT dans le coin là. Ce tornado DDT dans le coin que Sami Zayn nous vend souvent et qu'il ne fait jamais. Est-ce qu'il va finir par le faire? On verra. Hein, je viens de le voir du côté des ROH d'ailleurs, du Death Before Dishonor. Je voyais Commander qui le faisait là. Je lui dis putain, lui il le fait. Je lui dis putain, pourquoi est-ce qu'il le fait pas Sami Zayn depuis le temps qu'il nous le vend là? Bon, on verra. Mais ce serait bien que Sami Zayn ne le refasse. Voilà, ça c'est le petit bonus. Mais Sami Zayn, on peut lui faire confiance pour mettre en avant son adversaire. C'est un vétéran, quelqu'un de très très expérimenté. Il fera largement le taf pour se coucher et mettre over son adversaire. Voilà, il est là pour ça, je pense, dans ce match. Le règne, il sera déjà quand même suffisamment long pour Zayn, hein, Mania, donc ça fait 3 mois et demi, là, bientôt 4 mois qu'il est champion, donc c'est déjà très correct comme règne. Puis on va pas partir sur un règne record comme celui de Gunther, hein. Voilà, faut bien changer un petit peu, quoi. Donc voilà, pour moi, victoire de Breaker, le match devrait être bon. Et j'espère voilà, qu'on va voir ce petit shocking moment, parce que c'est ça aussi que j'attends, hein. SummerSlam, faut marquer le coup. Et c'est vrai que je l'ai pas dit dans mon intro, mais attention, parce que c'est vrai que ces dernières années, SummerSlam avait tendance à être assez décevant, hein. Faut pas l'oublier, hein, SummerSlam qui était quand même un pay-per-view chaque année qui est très attendu, il avait tendance à être décevant ces dernières années, hein. Donc j'espère qu'on sera pas déçu cette année. Je fais confiance à Triple H, je fais confiance à
en son flair et en ses idées. Et j'espère qu'on va avoir de belles surprises. Voilà. En tout cas, victoire de Braun Breaker. On va passer au match suivant. Bayley contre Nia Jax pour le Women's Championship. Voilà, bon, on le savait ce match, hein, il est prévu depuis longtemps. Nia Jax, la Queen of the Ring, qui s'est mérité ce title shot. Bon, on a vu, hein, c'est compliqué, hein, faut le dire tout de suite. Le règne de Bayley, c'est compliqué. Hein. Malheureusement, ça arrive souvent, hein, ça peut arriver. Il y en a, il y a des catcheurs ou des catcheuses. Alors après, ça dépend aussi de la façon dont ils sont bookés, hein, il faut le dire aussi, mais il y en a, ils sont bons pour courir après un titre, mais quand ils ont le titre, oh, c'est plus compliqué. Hein. Et là, Bayley, on le sent. Hein. Bayley, on le sent. Ça me rappelle, dire un peu Kofi Kingston. Son Mania Moment, c'est extraordinaire. Mais quand il a eu le titre, oh là là, les mois qui ont suivi, c'était vraiment laborieux. Hein. Voilà, bah, j'ai un peu le même sentiment avec Bayley là. C'est que, voilà, c'est. Alors oui, c'est pas, elle est pas génialement bookée, elle est pas génialement mise en valeur. Et c'est peut-être ça le problème. Je la trouve un peu transparente avec son titre là. Et, euh, et actuellement, ouais, finalement, on voit davantage en valeur son adversaire et bah, celle qui a gagné le Money in the Bank, Tiffany Stratton, qui en plus associe à Nia Jax. C'est tout, justement, c'est là aussi tout l'intérêt, je dirais, de la chose et de ce match. C'est aussi ses à côté. Euh, c'est intéressant parce que, alors oui, j'en parlais justement lorsque je faisais mes pronos de Money in the Bank. Je disais, voilà, je voyais bien Stratton gagner, avec notamment la perspective d'avoir une mallette rose. Eh ben, elle en a parlé déjà un petit peu après avoir gagné son Money in the Bank, mais en plus là, on nous le tease de plus en plus, puisque effectivement, Bayley a bien amoché sa mallette. Cette semaine à SmackDown, Nia Jax lui a dit qu'elle allait lui offrir une nouvelle mallette, qui sera spécialement faite pour elle, on va dire, hein, qui lui ira comme un gant. On comprend très aisément que ça va être une mallette rose. Là, je pense qu'on va la voir. Donc finalement, je pense que j'avais raison depuis le début avec cette histoire. Et puis voilà, vous mettrez ça sur le shop de la VVE. Et puis bah, ça fonctionnera bien. Hein. Voilà, pour les jeunes filles, ça marchera très bien. Voilà. Bon, qu'on verra bien. Mais effectivement, bon, voilà, elle va pas rester avec une mallette toute cabossée, avec avec du strap partout autour, quoi. Alors c'est déjà arrivé, hein, le coup de la mallette cabossée, c'est tout sauf nouveau. Mais bon, on sait de toute façon qu'elle va être pimpée. Jax en a parlé, donc on n'a plus qu'à attendre. J'aurais aimé le voir déjà à SmackDown. Bon, ça traîne encore. Bon, on le verra peut-être la semaine prochaine. J'espère la semaine prochaine. Hein. Ce serait bien, juste pour justement pour qu'elle l'ait à temps pour SummerSlam. Et donc cette relation, pour l'instant, qui se passe bien entre Jax et Stratton, ça peut donner évidemment un gros danger pour Bayley, mais aussi pour Jax elle-même. Forcément, Stratton derrière il lui a dit non mais t'inquiète pas, je cacherai pas sur toi, hein, évidemment. Oui bon, c'est ce qu'on dit, hein, du classique. Mais voilà, on va dire Stratton va être un peu l'intérêt du match aussi. Alors est-ce qu'ils vont oser refaire le coup de McIntyre, c'est-à-dire refaire le coup du triple threat impromptu avec Stratton qui nous referait une Seth Rollins Mania 31 ou une Drew McIntyre. C'est pas impossible. Bon, je trouverais que ça ferait un peu redondant, surtout un mois après, enfin dans le pay-per-view qui suit. Bon, moi j'aimerais pas trop l'idée. J'aimerais pas trop l'idée. Et puis bon là, pour l'instant, en tout cas vu l'état actuel des choses, ce serait un peu dégueulasse de la part de Stratton de faire ça à Jax. Voilà, bon, elle serait capable, mais pour l'instant, c'est pas la situation ne l'exige pas. En tout cas, ce serait un peu, ça ferait très trahison. Et puis j'ai d'autres idées, on va dire. Euh, le pronostic, il est pas si évident. J'ai vu les codes d'ailleurs. Alors, c'est une semaine avant, c'est toujours assez flou. Mais actuellement, c'est du 50-50. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment si on va y aller ou pas avec Jax. Si Bayley finalement va continuer son règne. C'est très indécis. Moi pourtant, pour moi les choses étaient plutôt claires, mais je peux me tromper. Moi j'y allais avec Nia Jax. J'y allais avec Nia Jax parce que c'est la reine du ring. Elle est sur un push depuis longtemps. Elle est difficile à battre. Elle est pushée forte. Elle est bookée forte, pardon. Et du coup, ouais, faut continuer. Faut continuer là-dessus. C'est un peu comme le Money in the Bank, quoi. Sauf s'il y a vraiment une histoire qui exige
qu'on fasse perdre la mallette, comme avec McIntyre, parce que sinon, en dehors de ça, c'était pas le style de la maison, hein, de Triple H de foutre en l'air des mallettes. Hein. Voilà, il l'a jamais fait. C'était la première fois là qu'une mallette était foutue en l'air avec McIntyre, mais c'était justifié par une rivalité, hein, on a bien compris. Mais en dehors de ça, et puis ça dépend aussi je dirais aussi de la personne qui porte la mallette, parce que McIntyre, je l'avais déjà dit, il n'a pas besoin de cette mallette, donc à la limite qu'il la foute en l'air quand c'est McIntyre, bon, de toute façon, lui, il a déjà marqué Challenger sur son front, il peut être Challenger n'importe quand. Donc, mais quand c'est quelqu'un comme Stratton, là c'est autre chose. Et je vois pas Stratton déjà, oui, perdre sa mallette, comme ils l'ont fait avec Drew, ils vont pas faire foirer les deux cash-in. Certainement pas. Ils ne feront pas foirer les deux cash-in. Ça, j'y crois pas du tout. Et un peu pareil pour Jax. Donc du coup, un peu la même chose aussi pour Gunther. Alors, c'est pas des mallettes, mais c'est des titres quand même qu'on leur donne. Enfin, des couronnements hein, de roi et de reine du ring. C'est pour avoir un title shot. Et comme c'est pour avoir un title shot, je pense pas que ce serait une bonne idée que de foutre ça en l'air. De gagner un tournoi que tu fais revivre pour perdre quoi. Je trouve ça un peu con. Et donc c'est un petit argument pour dire que Jax devrait s'imposer. Et donc le facteur X, on va dire, ce serait Stratton. Michin qui tourne encore un peu autour de ça. On a pu avoir la surprise de voir Michin battre Stratton. Mais bon, protégé, hein, puisque Bayley est en train de la distraire, en train de bousiller sa mallette. Bon, c'est un peu la petite surprise. Bon, je suis pas fan de ça, mais bon, soit. Et du coup, c'était protégé quand même. Et du coup, elle va avoir un rôle important, je pense, Stratton, avec peut-être un teasing à un moment donné, que ce soit avant, pendant ou après le match, un teasing du cash-in. Est-ce qu'elle va y aller ou pas? Moi, j'y crois pas, parce que moi, mon histoire, et c'est aussi pour ça que je mise sur Jax. En dehors du fait que le règne de Bayley est terne et qu'il a déjà assez duré, hein, il a la même durée que le règne de Sami Zayn, c'est déjà très correct pour elle. Mais en dehors de ça, donc de ce règne assez fade, moi je verrais bien une histoire justement intéressante avec une Jax donc championne et pendant de longues semaines et même de longs mois, on nous teaserait ce fameux cash-in avec une Stratton qui rongerait son frein. De plus en plus impatiente de cacher justement, mais avec cette espèce de sentiment partagé, est-ce que je dois cacher ou pas sur mon ami entre guillemets, voilà un peu tiraillé quoi. Est-ce que je peux lui faire ça? Est-ce que je dois lui faire ça alors que je lui avais dit non, je cacherai pas sur toi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais en même temps, elle va pas cacher sur la championne d'Euro, je pense pas, ni sur la championne NXT, j'y crois encore moins. Mais par contre, Nia Jax, c'est pas impossible qu'elle la pousse à faire ça, puisque l'autre elle lui a dit non, je te cacherai pas sur toi. Jax, à ce moment-là, en tant que championne, bon, elle va se sentir dominante, la ceinture, voilà. Et en plus, bon bah, je pense, essayer de pousser un peu Stratton en lui disant mais, regarde du côté de Raw, regarde du côté de NXT, t'as des opportunités. Hein, voilà, et puis comme ça on serait toutes les deux là, les deux copines avec deux titres, ça serait trop bien, non? Voilà, bah ça peut être un truc comme ça. Et comme elle est très over, on l'a vu, Stratton, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait aisément fonctionner en face. C'est même ce serait quasiment fait, enfin ce serait du tout cuit, ce serait très facile pour elle d'exceller en face. Elle n'a pas grand chose à faire, elle reste elle-même, et le public aime ça. Et je pense que en jouant, alors là, à nouveau, pour le coup, là, on le jouerait, le booking de la patience, parce que finalement, on n'est pas obligé de cacher tout de suite, on a un an pour le faire. Justement, la patience, on va jouer un peu là-dessus, on va attendre quelques mois, voilà. Stratton, quand ils sentiront qu'elle est prête à être championne, ils iront avec elle, ils iront sur elle, sur le titre, voilà. Quand ils sentiront que c'est le moment opportun. Pas besoin de le faire maintenant. Ça peut attendre même 2025. Pas de souci. Ça peut attendre Mania même. Pas de souci. Donc, on continue l'histoire. Moi, c'est surtout en termes de narration.
on continue, ça frustre les gens, ça va encore plus augmenter la hype et le soutien du public envers Stratton, qui va sentir encore, Stratton va encore plus sentir cet élan, et le face turn va être, je dirais, évident et va être effectif au moment où elle va un peu exploser, et ça y est, il y aura un truc, on verra comment ça va évoluer, mais au moment donné où la relation va être de plus en plus tendue, et à un moment donné, elle va plus tenir, elle va finalement rompre son serment, et puis là, elle va cacher sur Jax. Et là, ça sera banco, face turn officiel, public qui explose, le moment sera parfait, il y aura la grosse pop, et puis voilà, you deserve it, etc., etc. Voilà, et faites-le sur un gros pay-per-view tant qu'à faire, plutôt que sur une weekly. Voilà, et moi j'aimerais bien que ça soit raconté comme ça. Voilà, avec cette frustration, la championne, et à côté, sa copine, la Stratton, qui se balade avec la mallette, et qui va peut-être un peu avoir des tentations, forcément, mais qui n'osera pas, voilà, qui sera un peu tiraillé. Jax qui regardera comme toujours un peu derrière son dos, hein, qui fera toujours jettera un petit coup d'œil quand même, hein, on sait jamais. Et puis ça donnera aussi du sel surtout, de l'intérêt à ses futures défenses de titre à Jax. Parce que là, forcément, quand tu auras sa copine qui sera juste aux abords du ring là, bah Jax, elle sera quand même peut-être pas toujours totalement confiante. Voilà, donc moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Et puis avec Jax champion, alors c'est jamais quelqu'un que je porte dans mon cœur hein, comme quelque chose. Mais on va dire que c'est le meilleur run de sa carrière. Elle a pas blessé quelqu'un, hein. C'est qu'elle met de ce côté-là. Ils en ont un peu parlé d'ailleurs dans les promos. C'est vrai que si on remonte au 31 juillet 2017, lors d'un match à Raw entre Bayley et Jax, juste avant SummerSlam, au même moment, hein, 3 semaines avant SummerSlam, Bayley affronte Jax. Bayley est censé affronter la championne, Alexa Bliss, à SummerSlam. Donc il y a ce match contre Jax. Quand, à un moment donné, Jax soulève Bayley en la prenant par les deux bras, là, exactement comme si Jade Cargill portait son finisher, son Jaded, exactement le même move, sauf que Jax, alors elle porte pas le Jaded, mais Jax, elle laisse retomber comme ça Bayley, durement au sol, et là elle se réceptionne sur son épaule droite. Elle se tient l'épaule droite, elle roule sous le ring, enfin sous la première corde, elle est à l'extérieur, elle se tient l'épaule, et là voilà, le match, je dirais, est interrompu, enfin il y a un gros blanc là. Elle arrive quand même par gagner. Elle finit le match parce qu'une intervention d'Alexa Bliss et elle finit quand même par s'en sortir Bayley. Je crois que c'est par des comptes à l'extérieur qu'elle s'impose. Bref, mais malheureusement, bah, le coup près tombe et elle est blessée. Elle peut pas affronter Bliss à SummerSlam. Au final, on sait que c'est sa copine, c'est Sasha Banks qui va la remplacer et Banks va prendre le titre. Voilà, c'est toute une histoire, mais voilà, un peu de storytelling quand même. Jax, donc, qui avait quand même brisé l'élan de Bayley, qui lui a brisé son moment à SummerSlam justement. Euh, et c'était en 2017, quoi, 7 ans avant. Donc voilà, un bon petit moment de storytelling, voilà, un bon petit élément de storytelling. Ça veut pas dire que Bayley va prendre sa revanche et qu'elle aura enfin son moment à SummerSlam, hein. Pas forcément. Et c'est d'ailleurs pas mon pronostic. Mais voilà, c'est un petit élément intéressant. Mais pas de blessure, donc Jax, pour moi, elle pourrait, je dirais, si elle devait mériter une fois dans sa carrière ce moment-là, ce serait là. Voilà, si elle devait prendre le titre au moins une fois, je dirais, dans son run actuel, ce serait là. Parce que c'est vrai que elle a plutôt fait du bon taf. La hit vient facilement. Il y a cette association avec Stratton qui peut être intéressante, surtout qu'elle a la mallette. Bref, il y a tous les éléments requis pour que Nia Jax soit championne. Ils peuvent tout à fait alors faire le finish à la mort moelleux qui conserverait Bayley qui conserverait et puis on fait le rematch plus tard. Ils peuvent le faire, mais moi j'ai pas envie qu'ils le fassent. J'ai envie qu'ils donnent le vrai moment maintenant pour qu'en plus on puisse teaser éventuellement déjà un cash-in de Stratton hein, dès le soir même. On sait jamais. Faut pas qu'elle le fasse. Mais avec la petite tentation, on tease. C'est le tout début, hein, le tout début.
Faut vous nous raconter ça après sur tous les épisodes de SmackDown après. Hein. Faut nous utiliser ça sur le long terme. Hein. Moi, ça me gêne pas si c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, on prendra le temps de développer la relation jusqu'à ce qu'à un moment donné elle se dégrade. Parce qu'à un moment donné, Stratton Jack, ça pourra pas durer. On le sent bien. C'est comme un peu théorie Waller. Ça peut pas durer. À un moment donné, ça va péter. Voilà. Pour moi, donc, victoire de Nia Jax. Et Bayley, il faut qu'elle passe à autre chose parce que c'est vrai que son règne. Qu'est-ce qu'il est compliqué. Qu'est-ce qu'il est compliqué. Allez, maintenant, on va passer au match suivant. Liv Morgan contre Rhea Ripley pour le Women's World Championship. Voilà, bah ça y est, on l'a le match qu'on attendait. Hein. Là, il y avait l'inquiétude quant à l'état de Ripley, sa blessure, blessée par Morgan. Et Morgan, du coup, qui récupère ce titre-là que Becky Lynch avait gagné. Hein. Après que Rhea l'ait rendu vacant, bataille royale remportée par Becky. Hein. D'ailleurs, Morgan était arrivé en finale. Dernière éliminée. Et puis il y a eu ce match entre Becky et Morgan, hein, on l'a vu en Arabie Saoudite, la boulette de Dominique et Morgan qui prend le titre. Et puis bon voilà, il y a eu la nouvelle chance en Steel Cage match, Morgan conserve, Becky bye bye, Becky on la revoit plus depuis, voilà. On était voilà en gros pour résumer. Hein. Et Morgan donc maintenant elle a fait ce qu'on attendait d'elle, même si ça me fait chier toujours qu'elle ait ce titre en même temps. Mais en dehors de ça, t'enlèves la ceinture, elle pouvait faire la même chose, mais je trouve qu'elle a plutôt bien fait son taf dans les semaines et les mois qui ont suivi sa prise de titre, en jouant, on va dire, les allumeuses, hein, il faut dire le mot, hein, les allumeuses, et surtout les manipulatrices, envers Dominique, et envers tout le Judgment Day finalement, hein, et puis en atteignant Rhea à distance, pendant son absence. Et puis il y a eu le gros moment là dernièrement lorsque Rhea fait son grand retour alors que Dominique avait quand même enfin battu son père grâce à Morgan finalement. Morgan avait dans un match mixte avec Vega et Rey Mysterio, mine de rien Dominique avait enfin pu faire le pin sur son père, il était temps. Et derrière la célébration, bon ça s'est un peu laissé aller, position compromettante à nouveau, et c'est là que Ripley arrive, la pop est énorme. Et là, Morgan a préféré fuir, elle a eu raison. Et là, sale quart d'heure pour Dominique. Et puis dans le Raw qui a suivi, ça a été compliqué la relation. Malheureusement, je trouve que la réconciliation est arrivée un peu vite, hein, vu comme c'était parti quand même avec Ripley qui faisait la gueule. Ouais, je trouve que c'est arrivé un peu vite cette réconciliation. Ça aura duré même pas un show. En disant non, tu peux pas dire que tu m'appartiens, hein, en disant ça à Dominique, mais c'est toi qui m'appartiens, voilà. Et voilà, on a compris que ça a commencé finalement à se calmer, et la relation, la réconciliation est devenue de plus en plus officielle, on va dire, lors du dernier Raw, avec Morgan qui est resté un peu à distance, qui continuait de faire du rentre-dedans, et d'allumer, et de clarer sa flamme à Dominique. Et Dominique là, qui s'y est lâché, qui lui a vraiment dit pas mal de méchanceté, qui me le fout là, tu rends ma vie un enfer, je peux pas te supporter, t'es toujours là, j'en ai marre de toi, voilà, quelques mots aussi en espagnol, pas très sympathique on va dire, voilà, elle s'en va en pleurant, Morgane, et voilà, évidemment, Rhea est contente, elle sourit, la petite léchouille, et voilà. Voilà, on en est resté là. Voilà la relation un peu résumée. Est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que les réconciliations ne vont pas annoncer finalement un désastre derrière? C'est la question qu'on peut se poser. Où en est Morgane finalement? Est-ce que ce rôle de manipulatrice ne s'est pas retourné contre elle? Est-ce que finalement elle a pas pris trop goût au jeu à tel point que finalement ses sentiments envers Dominique ne sont pas devenus réels? C'est aussi la question qu'on peut se poser, et que finalement, lorsqu'on l'a vu craquer là à Raw, est-ce que finalement cette réaction n'était pas sincère? Ah, ça on pourrait se poser la question, parce que finalement on l'a vu, on a eu une petite image, hein, je dirais inédite, enfin backstage, on l'a vu qu'elle continuait quand même à pleurer après, quand elle est partie et qu'elle a tourné le dos et qu'elle est partie backstage comme ça. Elle n'avait pas de raison, je dirais, de continuer à pleurer comme ça si c'était pour de le faire pour de faux.
Si c'était pour de faux, voilà, elle aurait souri, elle aurait arrêté de pleurer. Mais en tournant le dos et en partant backstage, elle continuait de pleurer. Donc, on peut se dire, ah, est-ce que c'est pas sincère finalement? Ça peut être l'élément intéressant. Là, replay, Dominique, bon, c'est reparti comme un 40, ok. Et j'en viens à, c'est pour ça que je l'ai mis en lumière avec Roman Reigns dans ma vignette. J'ai mis Finn Balor. Ça peut être étonnant, mais ça va barder, c'est ce que j'ai indiqué, parce que oui, on peut se demander depuis quelques semaines si finalement le vrai manipulateur, au-delà de Liv Morgan, ce serait pas finalement Finn Balor, puisque c'est vrai qu'il joue un jeu un peu trouble, peut-être un double jeu, cette fameuse histoire de passe là, le passe de l'hôtel de Liv Morgan, qu'il avait chopé comme ça en loose day. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, et quand ils essaient de trouver Jey Uso là dans le dernier Raw, Dominique il le lâche dans la nature, et puis il croise Liv Morgan, et puis tout à coup Balor revient. Ah ben voilà, je te lâche 2 secondes, et ben voilà ce que tu fais quoi. Ouais, on se demande si tout ça n'est pas planifié. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite alliance en train de se faire, voire plus, entre Liv Morgan et Finn Balor? Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment une amourette qui va être mise au grand jour entre Morgan et Balor, qu'on n'aurait pas vu venir, avec finalement une Morgan qui nous aurait bien eu, et finalement c'était que des larmes de crocodile qu'on a pu voir à Raw. Bon, et que finalement cette déclaration d'amour faite à Dominique, c'était que du flanc, et que le vrai twist sera SummerSlam. Moi je pense qu'effectivement, c'est marrant parce que c'est un pronostic que j'avais pas fait à la base, mais parce que mon pronostic, alors pour moi il change pas. Pour moi c'est Liv Morgan. À nouveau, alors je vais revenir sur le booking de la patience, parce que Rhea, alors elle a été championne longtemps avant de rendre son titre vacant, donc c'est pas non plus dramatique pour Rhea de le perdre et de ne pas le regagner, je veux dire. Et puis elle le récupérera, c'est pas, y a pas de doute là-dessus. Voilà, c'est la petite chérie entre guillemets de Triple H, elle le récupérera, ça y a aucun doute. Et c'est vrai qu'à la base j'aurais dit bon bah voilà, elle revient de blessure, elle reprend son bien et puis terminé, on reprend les affaires courantes. Mais non, l'histoire est trop captivante, j'ai envie de dire. Et je pense que le public il accroche bien, et je pense qu'il faut continuer à jouer. Moi je continuerai à jouer les petits marivaudages là, voilà. Et je pense que ça peut bien fonctionner, c'est du mainstream, ça passe bien. La petite famille américaine, elle adore ça, c'est bien pour eux, ça fait des audiences, et ça les accroche chaque semaine. Voilà, c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça c'est aussi ça le catch de mainstream. Il faut des choses comme ça, et il faut continuer à jouer un peu avec ça. Et j'aimerais bien un peu de neuf. Je pense que là, avec tout ce qu'on nous tease, les relations tendues qui sont quand même teasées depuis très longtemps entre Damien Priest et Finn Balor aussi. La dernière remarque, hein, à Money in the Bank, hein, whatever you want, boss, voilà, qui était très cassante là, cette remarque de Balor avant son match, avant le match de Priest là. Ouais, il y a quelque chose, et on nous tease déjà une scission. Je pense qu'il peut y avoir une vraie scission. Voilà, SummerSlam, je le disais, c'est le moment de faire des révélations, c'est le moment de nous surprendre, c'est le moment de marquer le coup. C'est l'été. Allez, on casse tout là, et on réécrit d'autres histoires pour finir l'année. Voilà, moi j'aimerais du nouveau. Et le Judgment Day tel qu'on l'a vu là, il faut remuer un peu tout ça. Faut pas ronronner, faut passer à autre chose. Il faut donner un petit coup de pied dans la fourmilière. On voit en plus les alignements, ça commence à bouger. On voit évidemment Rhea, elle a fait son retour. Full babyface, rien à dire. Et Damien Priest, on le voit aussi. Il commence aussi, enfin même de plus en plus, à être sur la voie du face turn. Parce que finalement, c'est le good guy. Il s'amuse. Il est tranquille, il a des valeurs. Son pacte là avec Rollins, il lui a même dit, ok, t'as vu, Rollins lui dit après Money in the Bank, ok, ouais, c'est bien, t'as tenu ta parole, t'as pas fait venir le Judgment Day pendant notre match. Et Priest lui répond, oui, j'ai tenu ma parole, mais pour moi, j'ai pas encore tout à fait fini mon job. Et du coup, c'est là qu'il lui dit, je suis prêt à foutre en l'air la stipulation qui valait que normalement à Money in the Bank, si Rollins perdait ce match, il ne pouvait plus briguer le titre de Priest tant qu'il serait champion. Et ben il a fait casser cette stipulation.
Donc c'est quand même, ça fait pas il de faire ça. Hein. Et ils se sont serrés la main. Hein. Et Rollins est reparti en souriant d'ailleurs. Hein. Bref, du coup, ça tease peut-être quelque chose, peut-être un rematch pour plus tard. En tout cas, il fait vraiment good guy de plus en plus, on le sent. Et quand on en reparlera hein, pour le build autour de Gunther et de Priest, c'est le full babyface la Priest. C'est Priest qui est dans la position du babyface. Donc il y a quand même des alignements qui sont en train de bouger. Ripley et Priest, on va dire les deux leaders ou deux co-leaders du Judgment Day, qui sont bien en position de babyface, et les autres qui sont vraiment très très heel. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Même si Dominique, bon, bah, évidemment, qui est hué tout le temps, mais qui, on va dire, associé à Ripley, forcément. Donc, on va dire qu'il il est plus du côté de la face, même si c'est lui, il en récolte pas les fruits, hein, finalement. Mais, du coup, si Balor commence à faire une crasse, ça irait dans le sens de ce qu'on a vu depuis des mois, quoi. Voilà, la cassure avec Priest, la cassure avec Ripley, et cette association cachée, on va dire, qui était un peu en sous-marin, avec Liv Morgan, pour nous la mettre à l'envers, tout en restant, je pense, quand même associé à McDonough. Je pense que les deux Irlandais, ils vont rester ensemble, parce que voilà, McDonough, il fait pas face, et puis je pense qu'il n'y a pas besoin de le splitter avec Balor, même si voilà, les deux, je les vois bien perdre leur titre tag, mais comme je les vois pas perdre leur titre tag avant justement l'Euro post SummerSlam, puisque ça n'aura pas lieu là lundi, c'est pas prévu. Il affronte Gunther d'abord, Balor. On va voir d'ailleurs comment il va s'en sortir, mais bon, je pense qu'on peut pas on peut pas donner cher de sa peau, hein, c'est sûr. Mais là, je pense qu'à partir avec ce qui va se passer à SummerSlam justement, et peut-être la crasse de Balor, et ben le tag match potentiel pour les titres lors du Raw post SummerSlam aura beaucoup d'intérêt. Et c'est peut-être là qu'il y aura les représailles, Dominique peut-être, on sait jamais, et Priest, Ripley qui vont avoir des représailles et qui vont faire perdre les titres à tag aux Irlandais, et pour que Jay et Zayn récupèrent les titres. Ce qui aurait du sens, puisque en plus, on a vu que Jey Uso, et il avait, voilà, ouais, il avait montré un peu d'intérêt envers Rhea. Il disait, alors elle est célibataire et tout ça, bon voilà. Ce qui avait un peu énervé Dominique, voilà. Et Priest qui avait poussé Dominique à réclamer un combat à Jay, voilà, pour montrer un peu sa jalousie, quoi, qui tenait à Ripley. Bref, il y a aussi ça. Et Ripley, elle défend Jay, hein, on a l'impression qu'elle le défend, non, mais arrêtez, laissez Jay tranquille, voilà. Ah Et Dominique, il fait le jaloux, il demande à Rhea, c'est quoi cette affaire là avec Jay? Il dit, non, mais je m'amuse, hein, un peu comme toi avec Morgan, hein. Voilà. Donc tout aurait du sens finalement. Tout aurait du sens aussi. Ripley, Priest, enfin surtout Ripley, pouvait éventuellement en représailles de ce que Balor ferait à SummerSlam, faire perdre les titres tag justement à Balor et à McDonough pour que Jay, justement ce fameux Jay, prenne le titre tag avec Sami. Tout serait logique, tout ferait sens. Et donc, pour moi, pour que tout ça fonctionne, il faut que Balor fasse une crasse. Il faut la crasse de Balor. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en vignette. Donc, j'attends beaucoup de storytelling. Le match, voilà, moi je n'attends pas de merveille, parce que c'est Liv Morgan. Ripley, elle peut te faire des bons matchs, des très bons matchs, mais Morgan, voilà, pour moi ça fera jamais de 4 étoiles avec Morgan. Donc, j'attends un 3,5. J'attends beaucoup de storytelling et une belle narration. Autant à la base j'étais parti sur le nouveau twist, on va dire Dominique qui ferait perdre Rhea à la surprise générale, ce qui ferait un nouveau écho à la boulette qu'il avait commise en Arabie Saoudite et qui avait permis à Morgan de prendre le titre à Becky. Et ben il pourrait refaire la même chose cette fois-ci pour que Morgan conserve son titre et aux dépens de Rhea. C'était mon premier scénario, mais là avec la situation actuelle, finalement, je me demande si c'est pas finalement Balor qui va faire la décision. Et c'est pas que la boulette ne viendrait pas forcément, enfin la boulette, en tout cas qu'il n'y aurait pas forcément la boulette de Dominique, mais que ce serait plutôt Balor qui va nous surprendre et faire gagner Morgan. Et là, tout le monde est surpris. Et là, surtout, t'as le baiser entre Morgan et Balor que personne n'a vu venir. Voilà. Et là on est choqué. Là, personne ne comprend rien. Et là, tu comprends que Balor
Ah, il a bien foutu, bien mis à l'envers depuis, il a bien mené sa barque en sous-marin depuis des semaines, hein. Voilà, moi c'est ce que j'attends, c'est mon scénario. Pour moi, conservation de Morgan, pour faire avancer l'histoire, continuer, mettre de la hit, et remuer le cocotier du Judgment Day et avoir encore peut-être une scission et avoir d'autres alignements. On aura peut-être le Judgment Day Hill d'un côté, le Judgment Day Face de l'autre, Dominique, pas forcément Face, mais avec Rhea, on va dire, et Priest qui serait aussi l'autre Face. De l'autre côté, Balor, McDonough, on peut mettre du coup Carlito, bon, qui peut être aussi un électron libre, mais on peut le mettre aussi du côté des Heels, et puis Liv Morgan, donc évidemment, qui serait côté Heal, et puis peut-être ajouter un autre mec du côté des Face, peut-être qu'il se serait pour l'occasion de Jey Uso, hein, mais même s'il aura, je pense, d'autres affaires en tant que champion tag, il sera peut-être pas forcément toujours relié au Judgment Day, mais voilà. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont arriver du côté du Judgment Day, ça va permettre de raconter de nouvelles choses intéressantes. On va passer maintenant au match suivant. Voldemort contre McIntyre avec Seth Rollins, arbitre spécial du match. Alors oui, j'en reviens à quelque chose que j'avais dit il y a très longtemps, lorsque Voldemort avait fait son retour à la VVE. Je m'étais beaucoup énervé et je reste quand même pas toujours un peu énervé par sur ce retour chez VVE, pour toutes les raisons que j'avais déjà invoquées à l'époque. Et j'avais dit à ce moment-là que je ne parlerai pas des matchs de Voldemort, que je n'évoquerai pas, que je ferai même pas de pronostic et même pas de review. Des mois se sont écoulés depuis et je me dis que c'est quand même con. Voilà, c'est con de ne pas pronostiquer, au moins, ou même de faire la review de ces matchs, parce que ce serait passé à côté déjà de certains éléments plus ou moins importants qui se sont déroulés. Et on peut le dire, le build-up entre Voldemort et McIntyre, il fait partie des choses importantes de ces derniers mois. Depuis 8 mois maintenant qu'on est là-dedans, ça a été bien fait, on peut pas dire le contraire, le build-up il était vraiment costaud, ils l'ont bien fait. Il y a eu la blessure de Voldemort qui a pas non plus arrangé les choses, mais en tout cas le match, on y est, voilà, ça aurait dû se faire à Mania probablement, voilà, l'état de Voldemort, on a voulu autrement, mais on l'attendait. Voldemort a annoncé qu'il était clear par le médecin. McIntyre, ils l'ont réinstitué. On l'a levé sur suspension. Hein, c'est ce qu'a dit Adam Pearce. Les deux sont prêts. Et ben voilà, faisons le match. Et Seth Rollins, lui, est arrivé pour annoncer qu'il serait arbitre spécial. Alors ça peut être un petit peu décevant de pas voir Rollins catché, quoi. Mais on va dire que ça fait sens dans la storyline par rapport à ce qui s'est passé à Money in the Bank. Son énervement, évidemment. Et ce rôle qu'il va avoir, qui est très indécis. Hein. Va-t-il être impartial? On peut se poser la question. L'arbitre, l'histoire, le coup de l'arbitre, catcher, qui fait arbitre spécial le temps d'un match, entre deux mecs qu'il connaît bien et avec qui il a des relations, on va dire, que ce soit en bien ou en mal. En tout cas, c'est pas la première fois, il y a plein d'exemples. Et je pense à Triple H, justement, Triple H, qui connaît bien ça, il a eu ce rôle à plusieurs reprises. Survivor Series 2000, entre Kurt Angle et The Rock, il avait été arbitre spécial. SummerSlam 2013, arbitre spécial entre John Cena et Bryan, on se souvient, ça avait conduit justement au fameux pedigree de Triple H sur Bryan, derrière Randy Orton qui cash in, l'autorité derrière qui naît, la rivalité Bryan Triple H, voilà, il y a eu tout ça après. Vengeance 2006, Triple H, arbitre spécial entre Michaels et Vince McMahon. Évidemment, les deux, il était bien relié aux deux, évidemment. Cyber Sunday 2008, entre Jeff Hardy et Vladimir Kozlov, hein, on s'en souvient peut-être moins. Bref, voilà, c'est dans tous ces exemples, en tout cas, Triple H, il a souvent utilisé sa position d'arbitre spécial pour avancer pour faire avancer des intrigues. Et souvent, il a maintenu une façade de neutralité quand même, avant de trahir quand même un des participants pour créer des moments vraiment mémorables. Et son rôle en tant qu'arbitre spécial a toujours ajouté une couche quand même supplémentaire de drame et d'imprévisibilité des matchs. Ce qui jouait sur les relations compliquées avec les autres catcheurs. Et je pense que ce côté-là, le rôle d'arbitre,
Et le côté, oui, je la joue neutre, voilà. Seth Rollins pourrait adapter ça d'abord dans un premier temps, je la joue neutre, je la joue réglo, hein, et en fait, ça va partir en couille à un moment donné, et puis il va potentiellement frapper les deux. Il va peut-être porter un stomp aux deux, un pedigree aux deux. Hein, le pedigree, justement, ça ferait un petit clin d'œil justement à ce que Triple H avait fait à Daniel Bryan, justement. Le pronostic, tout à l'heure, il va être très compliqué pour moi, c'est peut-être même le match. Je vais le dire tout de suite, carrément. Peut-être le match le plus difficile à pronostiquer de l'année. Dans, je dirais, tout pay-per-view de WWE confondu cette année. C'est peut-être le match le plus difficile à pronostiquer. Là, vraiment, c'est très très difficile. D'autant plus que on n'a pas tous les éléments, puisqu'on a appris que dans le prochain Raw, Seth Rollins va donner les instructions aux deux hommes, et qu'on ne sait pas ce que ça cache. Ça veut dire que potentiellement, on peut ajouter une stipulation. Peut-être que ce match va déterminer un futur challenger numéro 1 au titre poids lourd. Il y aura peut-être une stipulation aussi no DQ dans ce match. Il y aura forcément Rollins. Il va peut-être mettre un peu de piment et peut-être faire en sorte que les choses aillent à son avantage. Attention à lui. Comme je le disais tout à l'heure, la poignée de main avec Damien Priest après Money in the Bank, où Priest a fait sauter la stipulation, ça veut dire que potentiellement, en tout cas dans l'hypothèse où Priest conserve son titre face à Gunther, eh ben Rollins il a encore une chance. Il aurait encore une chance au titre de Priest. Donc est-ce qu'il n'aurait pas tout intérêt, en se disant que ce match déterminerait un nouveau challenger, est-ce qu'il n'aurait pas tout intérêt à zigouiller les deux et à rendre ce match un peu no contest et pour jouer sa carte personnelle, quoi, et être le prochain challenger. Mais bon, pour cela, faudrait déjà s'assurer que Priest soit champion. Ça serait peut-être pas inintéressant d'ailleurs que le Priest de Gunther ait lieu chronologiquement avant ce Voldemort McIntyre. Hein, ça paraît, vu que du coup qu'on connaîtrait le résultat, si on apprend que Priest a gagné ou conservé son titre, hein, là Rollins pourrait peut-être jouer sa carte pour avoir une chance contre Priest, puisqu'il lui avait fait sauter la stipulation. Donc voilà, ça peut être intéressant. Le pronostic il est vraiment infernal, et j'ai envie de dire que j'attends déjà, à mon avis, les instructions, le segment instructions, parce que ça peut changer pas mal de choses par rapport à la stipulation éventuelle, par rapport à l'enjeu éventuel. Est-ce que Rollins pourrait nous sortir du chapeau? On ne sait pas. Il peut y avoir 1000 scénarios possibles. Rollins neutre, de bout en bout. Rollins qui va complètement prendre parti pour l'un, voire pour l'autre, pour les deux donc, et qui va finir par trahir. Enfin, il peut tout faire, Rollins. Un scénario possible, un parmi tant d'autres. Et pour rester sur cette logique, on va dire, de Voldemort qui se moque à chaque fois de McIntyre et qui arrive toujours à avoir finalement l'ascendant psychologique, ce serait peut-être de jouer la blessure. Le bras, ce fameux bras blessé de Voldemort, eh ben, tout à coup la blessure se réveille. Merde, en plein match, puisque faut se souvenir que c'était une vraie blessure et que c'est en plus McIntyre qui l'avait provoqué au Rumble. Hein. Son seul match, c'est ça qui est incroyable, ça fait 8 mois qu'il est là, et c'est son seul match chez WWE. Hein. À Voldemort. Hein. Donc et là c'est son premier 1 contre 1, hein, enfin. Bref. Et donc, c'était une blessure provoquée par McIntyre, et là, boum, storytelling, paf, on refait vivre la blessure. Oh merde, blessure en plein match. Là, Rollins vient s'enquérir de la santé de Voldemort. Merde, qu'est-ce qui lui arrive? Il vient ausculter son bras. Et puis derrière, dans le dos de l'arbitre, boum, low blow porté par Voldemort sur McIntyre. Dans le dos de l'arbitre, Rollins qui était en train de regarder son bras, il l'a pas vu. Il utilise son autre bras pour faire un low blow sur McIntyre. Et derrière, le roll-up. Et Rollins qui est obligé de faire le compte. 1, 2, 3. En n'ayant pas vu ce qui s'est passé, en pensant qu'il avait fait un compte normal, juste. Et que Voldemort avait juste surpris son adversaire. Évidemment, McIntyre pète un câble. Il s'en prend à Rollins. Il le repousse. Il l'engueule comme du poisson pourri. Il lui dit, mais t'as pas vu là ce qu'il vient de faire là? N'importe quoi. Et voilà. Et là il dit, regarde les images, machin. Mais l'autre lui dit, non, mais la décision elle est ce qu'elle est. Voilà. Et l'autre derrière, qui est hilar. Il est hilar. Et il préfère
pour foutre la merde, il préfère s'en aller, et puis il laisse les deux en train de s'engueuler. Lui, il a tout gagné, et voilà, il se barre. Et après, évidemment, on pourra apprendre que Rollins a vu finalement les images, et là, ça va le rendre furieux. Et là, cette fois-ci, s'en prendra à Voldemort. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se raconter à partir de ça. Pourquoi pas un scénario possible. Voilà, le coup de la petite ruse de la part de Voldemort, la fausse blessure, en rejoignant sur son bras blessé auparavant. Peut-être le petit bracelet que McIntyre avait volé à Voldemort avec AJ Lee et Lenny, là, son chien là, qui était écrit. Peut-être que ce bracelet, on va le revoir et l'autre va pouvoir le récupérer, on sait jamais. Il y a tellement de scénarios possibles, c'est impossible. Moi, je vais beaucoup changer d'avis, je vais y réfléchir pendant la semaine, et puis ça dépendra, je pense, des instructions, de ce qu'il va nous dire, Rollins. Parce que si c'est juste pour nous dire ah bah alors en fait vous n'avez pas le droit au coup bas, hein, vous n'avez pas le droit de frapper l'arbitre, il faut juste gagner par soumission ou par tombée, hein, voilà, sinon vous pouvez pas gagner. Voilà, si c'est juste pour nous dire ça, c'est pas la peine, ça n'a aucun intérêt. Donc j'attends quelque chose quand même de plus intéressant, une stipulation ou autre, et un enjeu. Ça pourrait donner un peu de sel à ce match, qui est quand même largement, qui est buildé vraiment aux petits oignons, hein. Ça c'est clair qu'il a été largement bien buildé. C'est peut-être même la feud de l'année, hein, lorsqu'on va déjà attribuer les remises de prix un peu honorifiques. On se dira c'est quoi la feud de l'année. Je pense que beaucoup de gens vont dire ça. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de doute, hein, que ça va être la feud de l'année, donc parce qu'elle est au long cours en plus, hein. Et puis ça va pas être fini, hein. Ça va pas s'arrêter là, hein. Ça va pas s'arrêter là-dessus. Je pense que les trois peuvent continuer à se tourner autour, et on peut laisser Priest et Gunther faire leurs affaires et continuer entre ces trois-là, hein. Je pense pas qu'il faille tout de suite les mettre l'un des trois, voire les deux, voire trois, voire les trois sur le titre. Sur le titre. Pour l'instant, je les laisserai tourner autour et régler leurs affaires. Ça peut les occuper un bon moment, hein. Parce qu'on aura aussi le match entre Rollins et Voldemort qu'on n'a pas eu. Voilà, il y a quand même d'autres perspectives derrière, hein. Autant Rollins McIntyre on connaît par cœur, autant Rollins Voldemort. Ah, ça fait un petit moment, un long moment qu'on l'attend aussi celui-là. Bref, voilà. Et il peut y avoir une perspective de heel turn assez inattendue aussi de la part de Rollins, hein. Si Rollins réagit mal et frappe Voldemort, le public pourrait mal réagir et peut-être qu'on aurait un heel turn assez étonnant de la part de Rollins, hein. Ça aussi c'est un scénario auquel j'avais pensé. Et selon le scénario du match, pourquoi pas un heel turn surprise de Rollins. Ça aussi, faudrait en tenir compte. Ça, voilà, ça peut être intéressant. Et puis bon, ça fait un petit moment maintenant qu'il est face Rollins. Pourquoi pas changer à nouveau, hein. Voilà, ça pourrait être intéressant. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Et bien justement, c'était le match dont je parlais un petit peu. Priest contre Gunther pour le World Heavyweight Championship. Donc, pareil que Nia Jax, Gunther, le King of the Ring, il a le droit à ce match, hein. Donc ça faisait... Bon, il s'était un peu absenté du coup, c'est un peu l'inconvénient, c'est que pendant de longues semaines on l'a pas vu. Il était tranquille lui, il avait son match de championnat déjà acquis. Priest, lui, il raconte toutes ses histoires avec le Judgment Day, de plus en plus babyface finalement dans son attitude, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est ça qui va être intéressant. Le pronostic pour moi il est aussi compliqué que... Pas aussi compliqué, mais il va être aussi compliqué. Ça, pour moi, c'est l'autre match compliqué à pronostiquer de ce SummerSlam avec le match précédent. C'est le... Parce que Gunther, oui, si on regarde, si on s'en fie juste aux cotes, oui, il est largement favori, il faut pas se le cacher. Gunther, il est largement favori. Si je reste sur ma logique, ouais, je serais tenté de dire Gunther parce que c'est pareil qu'avec Jax, si on le met en position de King of the Ring, c'est pas pour rien, c'est comme avoir la mallette, voilà, faut pas foutre ça en l'air. Et puis là, Gunther, c'est pas, là c'est encore pire que Nia Jax, Gunther, c'est la domination totale, seulement une défaite en main roster, donc contre Zayn à Mania, donc c'est quelqu'un qui est très dur à battre, bouquet très fort, dominant, et là, forcément, ça va être une montagne pour Priest. Ça paraît très compliqué. Et donc, ouais, forcément, il y a beaucoup d'atouts de son côté, Gunther. Il y a toute l'histoire donc autour de Judgment Day avec tous ses à côté. L'attitude éventuelle de Balor, donc, comme je le disais tout à l'heure. On faudra aussi voir dans quel ordre auront lieu les matchs entre Morgan et Ripley et Priest et Gunther, justement. Ça peut aussi avoir son incidence. Et puis si Priest ou Gunther précédera bien aussi
le Voldemort McIntyre, ça peut aussi avoir son petite incidence. Là aussi, il peut y avoir un petit peu d'overbooking avec le Judgment Day et surtout Finn Balor. Donc Kaiser qui pourrait peut-être faire son retour, sait-on jamais. Hein, on sait qu'il était un petit peu blessé, mais je crois pas que c'était très grave. Donc peut-être le petit retour surprise de Kaiser. Priest, ouais, il pourrait continuer un petit peu son règne, histoire de se dire, de donner finalement le sacre à Gunther, pratiquement à domicile, on va dire, à Berlin, dans le pay-per-view suivant, quoi, Bash in Berlin, qui aura lieu le fin août. Ça peut être aussi le coup à faire d'attendre que Gunther soit en Allemagne pour avoir son sacre et ne pas lui donner tout de suite. Ça pourrait être une idée, mais pour cela, il faudrait que Gunther du coup ne gagne pas ce match à SummerSlam, et je pense pas qu'il prendra le tombé ou la soumission, enfin surtout le tombé. Je pense pas, je le vois pas faire prendre le tombé, mais ils peuvent protéger l'affaire d'une façon ou d'une autre. Des comptes à l'extérieur, bon, ça serait un peu faiblard, ou un DQ, ce serait encore plus feignant. Maintenant, ça dépendra comment c'est fait, si c'est bien raconté, si ça permet de justifier le rematch derrière, pourquoi pas. Mais à mon avis, comme je le disais, les trois osos là, dans le match d'avant, ils vont continuer, je pense, sur leurs affaires. Il n'y a pas besoin de mettre le titre pour l'instant, au milieu de tout ça. Finalement, je pense que c'est les trois tours vont tourner autour du titre. Ils veulent ce titre, mais je pense qu'il faut qu'ils continuent leurs affaires et que c'est celui qui s'en sortira le mieux des trois qui aura sa chance. Mais pour l'instant, on les laisse entre eux. Et Gunther et Priest pourraient tout à fait déjà avoir un rematch à Berlin. Et je vois que ça d'ailleurs, puisque les trois vont être occupés, je pense encore. Et je pense que Gunther peut avoir son rematch contre Priest, quoi qu'il en soit, que ce soit en tant que champion ou comme nouveau challenger à nouveau. Donc, je pense que on aura un Gunther Priest 2 à Berlin, avec un super accueil pour Priest, hein, mais aussi pour Gunther surtout. Donc là, ça sera peut-être un peu plus équilibré en termes de soutien. Et peut-être pour soit Gunther qui sacré à Berlin, ou Gunther qui arrive à Berlin avec le titre. Voilà, ça c'est la double perspective. Le pronostic, voilà, il n'est pas si facile à faire. On pourrait éventuellement prolonger un petit peu le règne de Priest. Mais on va jouer la raison avec la victoire de Gunther qui est booké très très fort, qui semble invincible, et à qui il faut redonner de momentum après avoir perdu le titre IC. Voilà, le titre poids lourd, et ça lui ira très bien. Je le sens de plus en plus à l'aise au micro. J'ai bien aimé ses prestations dernièrement. Alors oui, c'était un peu limite ce qu'il disait avec toutes ces histoires de street trash, hein, de traiter finalement Priest comme une ordure de la rue, quoi, enfin comme quelqu'un comme une sous-merde qui a traîné dans la rue, alors que moi, voilà, j'ai une bonne éducation, voilà, patati patata, très très condescendant, même limite, hein, et puis il a assumé ses propos dans le dernier Raw. Donc voilà, c'est très 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 ill. Et puis la bagarre, hein, du grand classique de Triple H, la baston, la sécurité, on continue à se bagarrer backstage. C'est du classique, mais efficace toujours. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Bon, le côté street trash, bon, c'est peut-être un peu exagéré, ça va peut-être un peu loin là. Euh, mais voilà, ils veulent vraiment aller sur le heel, le vrai méchant, quoi, de l'affaire. Et un Priest, du coup, qui devient pratiquement babyface naturel là pour l'occasion. Euh, c'est aussi ça l'évolution des alignements du côté du Judgment Day et de certains de ses membres. Euh, et donc tout ce qui se passe du côté du Judgment Day, je pense que ça va aider à peut-être protéger plutôt Priest dans la défaite. Et donc Balor avec ses tensions avec Priest, ça pourrait être effectivement l'élément euh, qui me ferait pencher vers la victoire de Gunther. Et on verra ce que Balor va faire contre Gunther d'abord à Raw, hein, puisqu'il l'affronte. C'est une belle affiche sur le papier, mais c'est vrai que Balor pour l'instant il est tellement bas actuellement. Alors il a le titre tag, mais il est pas booké, je dirais, d'une façon très très favorable là, actuellement. Il a quand même pris beaucoup de pins ces derniers temps. Euh, donc, puis il a eu un peu de chance quand même avec ce titre tag, hein, merci Liv Morgan. Euh, voilà, je pense que le rôle de Balor va être important. Voilà. Et victoire, je vais quand même y aller avec la victoire de Gunther pour la hit. Mais je pense qu'on peut avoir un rematch Priest contre Gunther parce que Priest n'aura pas perdu clean et que ça l'énerve. Et évidemment, on continue.
Gunther conservera à ce moment-là son titre à Berlin. Et puis là, on fait vraiment la feud Priest-Balor, qu'on y va, quoi. Parce qu'à un moment donné, on a trop teasé. Et il faut y aller entre Priest et Balor. Si on veut vraiment faire un split net au sein du Judgment Day et un Priest full babyface. Voilà, ce sera, je pense, une bonne chose à faire, une bonne direction à prendre pour les semaines à venir. Et on va finir avec le main event, hein, c'est ce que Cody a dit lui-même, justement. Cody Rhodes contre Solo Sikoa pour le l'Undisputed Title Championship. Hein. Voilà, bon, vous sentez venir ce match, hein, d'autant plus que Solo avait fait le pin sur Cody au Money in the Bank. Donc c'était évidemment ce qu'on attendait. La Bloodline, là, qui est toujours aussi dangereuse, qui est en train de se payer chaque babyface les uns après les autres. Hein. On l'a vu avec Kevin Owens, on l'a vu avec Randy Orton. Cody a pris cher aussi. Donc là, Cody se retrouve un petit peu esselé, en difficulté, mais il veut y aller. Il est prêt à aller au charbon. Mais hein, comment il va-t-il s'en sortir là? Alors oui, il y a DIY actuellement là qui vont affronter justement Fatou et Tama Tonga pour les titres. Ça peut être DIY qui pourrait faire un petit peu le nombre, voilà, pour essayer d'aider Cody. On verra aussi Owens, Orton reviennent à temps, on verra. Peut-être pas nécessairement. Paul Heyman, évidemment, toujours pas là, qui a pris très cher aussi. Et c'est toujours pareil, un Jacob Fatou qui est de plus en plus impressionnant, qui continue d'impressionner son monde et de sortir du lot, quoi. Même plus que Solo, quoi. On l'a encore vu dans le dernier SmackDown, quoi. C'est Fatou qui explose tout, quoi. Et voilà, et puis il y a toujours ces petites promos de la Bloodline, de Solo, là, qui tissent des choses, hein, notamment en parlant de Roman. Alors il avait dit l'autre fois, il avait dit à Paul Heyman qu'il reviendra plus, Reigns. C'est donc pour ça qu'il a repris le titre de Tribal Chief, et le rôle du Tribal Chief. Et bon, il a quand même mis dans sa dernière promo, il a dit bon si tu veux venir, tu sais où me trouver, quoi. Donc bon, il dit qu'il reviendra pas, mais il ouvre une porte quand même à Reigns. Et donc forcément, c'est pour ça que j'ai mis Reigns aussi dans ma vignette. On l'attend. Alors oui, il y a des rumeurs, il y avait déjà des rumeurs. Ah oui, Reigns va revenir là, c'est imminent, peut-être même dans les weekly. Non, arrêtez. Là, on est trop proche du but, on est trop près du but. Ne faites surtout pas revenir Reigns la veille, pas dans le prochain SmackDown, là, pas la veille du pay-per-view. Ce serait n'importe quoi, ce serait du gâchis monumental. Faut le faire venir là, à SummerSlam. C'est là qu'il faut qu'il revienne pour avoir là une énorme pop, quoi. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Le retour de Roman Reigns, hein, le public le réclame ça depuis Mania, oui, Want Roman. Et pourquoi pas Jimmy Uso, hein, qui s'était fait exploser aussi, qu'on n'a pas revu depuis. Paul Heyman peut-être aussi, hein, on verra, qui s'est fait exploser il y a à peu près un mois de ça. Pourquoi pas. Donc il y a des retours qu'on attend. Je vais reparler d'Ikuleo, hein, ou a priori Talatonga, mais je pense que c'est pas le moment. Pour l'instant, il faut y aller pas à pas. Faut d'abord, je dirais que là c'est une petite partie de tennis, et là je pense que la balle est dans le camp des faces, et il faut que ce soit aux faces de renvoyer la balle. C'est donc à Reigns de venir et d'apporter voilà, le grand moment de son retour, et de marquer le coup pour la pop. Et à ce moment-là, on verra plus tard. La balle reviendra du côté des heels. Et là, ils renverront la balle avec Ikuleo. Mais pas tout de suite. Attendons un petit peu. Pour l'instant, c'est aux face de répondre. D'autant plus qu'ils sont sous nombre. Voilà, c'est là qu'on voit le danger. Merde, il n'y a pas Kevin Owens. Ah merde, il n'y a pas Randy Orton. Merde, comment ils vont faire là Cody, il est scellé. Mais il va s'en sortir, évidemment. Pronostic évident. Pour moi, victoire de Cody. Solo ne sera certainement pas champion du monde. Il n'a pas les épaules pour ça. Et quand on voit déjà ce qu'ils font avec Fatou, il explose déjà solo, quoi. Il lui prend déjà tout le charisme, le in-ring, tout. Il les dépasse en tout. C'est un bien meilleur worker. Bref, il est largement au-dessus. Solo, bon, c'est pas la folie dans un ring, c'est un peu chiant. J'ai un peu peur d'ailleurs de ce que ça va donner en 1 contre 1. Hein, un peu d'ailleurs comme Voldemort, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais in-ring, j'ai peur de la ring rest, hein, pour lui. Hein, on l'a vu chez All Elite, c'était pas ça du tout. Hein. C'était pas ça du tout. Hein. J'ai un peu peur, hein, et qui transpire, qui soit lent, pas efficace dans un ring. J'espère que Rollins va apporter aussi pas mal de storytelling et un peu d'entrain
de folie un peu à ce match, quoi. Voilà, ça c'est un peu pour finir ma petite parenthèse sur ce match. Mais voilà, par rapport à Solo, c'est pareil, c'est pas la folie. Alors là, lui, c'est pas un problème de ring rust, mais c'est surtout de compétences, on va dire, hein, de qualité in ring, quoi, intrinsèque. C'est jamais été la folie. Voilà, donc, mais c'est une énorme opportunité pour lui. C'est sûr que c'est le match le plus important de sa carrière, de très très loin. Bon, faudra voir, mais j'attends pas une merveille de ce match. Ça va être très overbooké, forcément. La Bloodline va être là. Il n'y a pas de stipulation en plus, donc voilà, attention au bump d'arbitre. Le bump, évidemment, le bump d'arbitre. Et Fatou qui va arriver. Oh, le Samoan Spike. Oh non, l'arbitre est par terre. Le Samoan Spike. Oh non. Oh là là, Cody va perdre son titre. Puis là, voilà, le retour de Reigns, on l'attend. Et là, ça va être la pop extraordinaire. Le public qui va de toute façon nous faire du We Want Roman du début à la fin du match. Hein. Je pense que tant qu'il va parvenir, le public ce sera We Want Roman. Ça c'est sûr et certain. Jimmy, ce sera la cerise sur le gâteau éventuellement. Bon voilà, c'est pas indispensable. Mais à minima Reigns quoi. Voilà. Et je pense que là il arrive et comme je l'ai titré sur ma vignette, ça va barder. Voilà. Et comme Balor, pareil, ça va barder quand il va aussi nous faire sa révélation. Bref, voilà, pour moi, victoire de Cody, c'est pas du tout le Solo qui va prendre le titre. Et puis on va tout doucement, lancer, on va dire, l'histoire de la Bloodline 2.0 contre l'ancienne Bloodline, quoi. On va y aller petit à petit. Jey Uso, pour l'instant, on l'a pas mis dedans, mais ça viendra. Mais ça va nous occuper l'automne après. Hein. On a le War Games après. Hein. War Games, quand on aura aussi Coolio qui sera là dans l'équation, on aura tous les hommes en place. Et puis on va construire ça, voilà. On verra aussi, entre part, pour la petite anecdote, ce que fera Tangaloa. Hein. Est-ce qu'on va rigoler encore une fois? Hein, déjà là, il a un cache-œil là. Bon. Il a encore fait des petites bêtises la semaine d'avant avec son œil qui lui piquait là. C'était drôle. Bref, voilà. C'est pas un match que j'attends avec impatience. Ça sera le main event. Et si on le met en main event, bon, j'espère que c'est pour qu'on ait un truc énorme. Parce que bon, la Bloodline, on l'a eu en main event du Money in the Bank. Et on pensait qu'on allait avoir un truc énorme. Notamment le retour de Reigns. Bon, on l'a pas eu. Hein. Donc ça valait pas du tout un main event. Donc là, ne refaites pas le coup. Si vous mettez ce match en main event de SummerSlam, bah, il faut que ce soit à minima pour le retour de Reigns. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. Et ce match, bah, je l'ai sous-noté. Parce que ce sera ce qui méritera. Voilà. Mais je pense pas donner une énorme note à ce match. Hein. Il y aura l'émotion, sans doute, du retour de Reigns. Mais c'est pas, ça va pas non plus faire flamber la note. Hein, juste parce que Reigns sera de retour. Quoi. Surtout qu'on sera pas surpris. Quoi. Parce qu'on sait que ça va arriver. Donc voilà quoi. Mais il faudra bien le faire, bien le réaliser. Mais il y aura certainement les éléments classiques des matchs de la Bloodline avec le bump d'arbitre, etc., etc. Allez, maintenant on va finir cette longue vidéo hein, et finir autour d'une heure et demie avec le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés. Et comme je vous le disais, eh ben, c'était je pense, le top 5 le plus difficile que j'ai eu à établir. Je pourrais vous donner vite fait une petite liste de matchs que j'ai bien aimés, mais qui ont échoué malheureusement, mais il y en a eu tellement. Yuma Hansai contre Ryuki Honda du côté de la All Japan, Axiom Fraser contre Chase You, et oui même Chase You, je pensais pas en parler un jour, mais ils ont fait un super match à Heatwave, le main event de Heatwave aussi entre Ethan Page, Javon Evans, Trick Williams et Sean Spears, c'était également un super Fatal 4-Way, MJF contre Ospreay, bon, il a eu ses défauts, mais c'était globalement un gros match, alors une heure c'était trop, il y a eu trop de défauts, et il échoue aussi. Donc dans ce match de Dynamite, il y a eu AJ Styles évidemment son match au Japon contre Marufuji, c'était très cool. Ishii contre Yoshihashi, ça c'était du côté de la New Japan, c'était aussi un très bon match. Takagi contre Danielson du côté de Forbidden Door, c'était très cool aussi. Io Sky contre Utami Hayashishita, on l'attendait aussi ce match à la Marigold. C'était aussi un des très bons matchs aussi à noter. Il y a eu Benkei contre Yamato aussi, Dragon Gate, enfin bref, il y a eu plein de matchs. Vous voyez déjà rien que ça, c'est des matchs que je n'ai même pas pu mettre dans le top 5. C'est dire la qualité de ce qu'on a eu, franchement, en termes de catch, depuis 4 semaines, quoi. C'était vraiment incroyable. Voilà, on va passer tout de suite donc maintenant au numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Julia contre Sari. C'était au show Marigold Summer Destiny 2024, le 13 juillet. 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le titre inaugural
du Marigold World Title. Le show Summer Destiny permettait justement de distribuer les premiers titres inauguraux de la nouvelle compagnie de Rossy Ogawa, et le titre suprême en faisait partie dans ce main event. A noter qu'Io Sky affrontait donc, comme je le disais tout à l'heure, Ayashi Shita dans le match qui précédait celui-ci. Un très bon match donc à voir, qui a d'ailleurs échoué de peu pour figurer dans ce top 5, comme je vous le disais. Sari et Julia avaient enfin l'occasion de s'affronter 5 ans après leur premier affrontement. Un match qui avait été construit à l'issue du main event, du premier show Marigold, dans un match tag dont je vous avais déjà parlé dans un précédent top 5. Julia avait eu ensuite le poignet cassé et avait dû subir une opération. Cette blessure a d'ailleurs un peu servi dans la narration de ce match, en particulier sur la séquence finale, dont je ne dirai pas davantage. C'est d'ailleurs le seul reproche que je ferai à ce match. Le travail au poignet de la part de Sari aurait dû être plus marqué et exécuté plus tôt. En tout cas, bon, les deux se sont bien foutus sur la gueule du début à la fin, avec notamment Sari qui projette Julia sur des chaises à l'extérieur. Julia ripostera plus tard avec un très beau Tiger Driver sur une table qui va s'écrouler. Les échanges de coups furent nombreux, les souplesses aussi. La fatigue s'accumule, mais aucune des deux ne veut lâcher. Les near falls sont efficaces et le public accompagne bien les deux lutteuses dans cette rude bataille. La fin de match peut être sujette à controverse, mais est aussi là pour protéger la perdante, même si je n'aurais pas été choqué de finir clean pour le coup. Cela ne gâchera en rien la qualité de cet excellent match de Joshi pour LSE, un premier titre offert dans un match entre deux rivales, une ex-VVE et une qui est sur le point de les rejoindre. Le suspense était donc forcément quelque peu réduit, mais les deux nous embarquent bien dans ce match, au bout duquel on ressort aussi fatigué qu'elle, ou presque. 4,5 donc pour cet excellent match, à voir absolument. La Marigold a de beaux jours devant elle, s'il continue sur cette voie-là. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement, il s'agit de Keito Kiyomiya contre Yoichi. C'était lors du show Noah Destination 2024, le 13 juillet, 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le GHC Heavyweight Championship détenu par Kiyomiya depuis début mai. Un match qui paraissait déséquilibré entre un Kiyomiya qui est désormais l'ace de la Noah et l'un des meilleurs catcheurs de la planète, et un Yoichi qui, à part un titre glané à la Progress, n'a pas de fait majeur à retenir de sa carrière. Il a fait son retour à la Noah mi-juin, après plus de 6 mois d'absence, pour aller défier le champion, suite à la conservation de son titre contre Gabe Kidd. Yoshiki Inamura, de son vrai nom, était parti faire une excursion en Europe, notamment à la VXV et à la Progress. Yoshi et Kiyomiya ont passé plusieurs jours d'ailleurs à s'entraîner ensemble autrefois. On avait donc un peu de storytelling en perspective. Nous étions dans le main event du show, un match qui passait juste après un très bon match entre AJ Styles donc, et Marufuji, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui est évidemment à recommander, bien que trop juste donc pour figurer dans ce top 5. Le match démarre lentement pour monter progressivement en intensité. On aura vu énormément de near falls dans ce match, peut-être même un poil trop, mais l'émotion fut présente à chacun d'entre eux et le public a largement marqué lui aussi. Yoichi a donné beaucoup de fil à retordre au champion. Il s'est montré à la fois puissant et agile, comme lorsqu'il portait un splash en se propulsant lui-même aux cordes, donnant un effet tremblement de terre assez spectaculaire à regarder. Même si le challenger manque d'expérience dans ce genre de grands combats, il a été très convaincant et portrayé comme une vraie menace pour le champion, malgré sa jambe endolorie qui a bien été travaillée par le champion. Les dernières minutes de ce match sont vraiment remarquables. Kiyomiya portera de nombreux Shining Wizards pour tenter de mettre fin au débat, mais Yoichi résiste bien, notamment en réussissant son muso, son move similaire au Freak Accident de Lars Sullivan, pour ceux qui s'en souviennent. Il est aussi capable de faire un peu de sumo, son style est aussi unique qu'efficace. Il est bien difficile pour Keito de mettre à terre son adversaire tellement il est coriace. Les Shining Wizards sont alors le seul moyen d'y parvenir. La tape du vainqueur sur le torse du perdant montrera le respect de l'un envers l'autre. Vraiment un très bon main event offert par la Noah, auquel j'ai donc donné la note de 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de, alors tenez-vous bien, Dragon Kid et Naruki Doi contre Flamita et Kazi, contre Jackie Kamei et Luis Mante, et contre Jason Lee et Shun Skywalker. C'était du côté de la Dragon Gate, dans le show Dragon Gate Kobe Pro Wrestling Festival 2024. C'était le 21 juillet. 4 étoiles 75 pour la note. Match comptant pour les titres Open the Twin Gate Championships, détenus par l'équipe Paradox, constituée justement de Dragon Kid et Naruki Doi. C'est la première fois d'ailleurs que je vais évoquer un match de la Dragon Gate dans mes top 5. Je suis content de le faire, car c'est tout de même une compagnie mythique au Japon. Ce match était donc un Fatal 4-Way par équipe à élimination. Et pour ceux qui aiment les Spotfest, ce match
est totalement fait pour vous. Hein. Je vais pas passer par quatre chemins. Ce match est juste totalement dingue. On a affaire à un festival de spots du début à la fin de ce match. Le rythme est dingue. Le public de Kobe est à fond. Les near falls sont efficaces. Et on en prend plein les yeux à chacune des manœuvres effectuées. Certaines prises de risque sont insensées. Et heureusement, aucun accident n'est à déplorer. Le move m'ayant le plus impressionné étant la Special Rey Mysterio, si je puis dire, avec ce springboard Rican Rana absolument hallucinant de Dragon Kid sur Sean Skywalker. Le move est exécuté d'une façon parfaite, hein, et franchement, si la moindre faute est commise, la sanction peut être extrêmement grave. Bref, je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est d'aller voir ce match à tout prix, hein, tellement la performance livrée par les 8 hommes est folle. Du superbe catch, hein, hyper spectaculaire et à couper le souffle. Moi, c'est tout ce que j'aime, hein, même si ici le storytelling est pour ainsi dire nul. Mais dans le style Spotfest, ce match est juste parfait et mérite pour moi cette très belle note de 4 étoiles et quart. C'est vraiment pour moi un ovni à voir absolument. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de Yuki Ueno contre Mao. C'était lors du show DDT Wrestle Peter Pan le 21 juillet. 4 étoiles 75 pour la note. Match comptant pour le KOD Openweight Championship détenu par Yuki Ueno depuis novembre 2023. L'occasion pour Mao de prendre ce titre pour la première fois de sa carrière face à son ami de toujours, son frère en quelque sorte. Les deux appartenant au même clan, hein, appelé 37 Kamina, et même au clan Sona Club, hein, avant cela. Alors je vais pas m'amuser à narrer les moves principaux de ce match, car il vaut mieux le voir directement pour mieux l'apprécier, car mis à part le catch de très haut niveau proposé par les deux amis, le drama et le storytelling sont aussi forcément très soignés. On sent transparaître la frustration aussi de Mao de n'avoir jamais décroché ce titre, et il sent qu'il peut le faire face à quelqu'un qu'il connaît parfaitement bien et avec qui il arrive largement à faire le jeu égal. Très belle séquence de dropkick, hein, successifs à un moment donné, histoire de s'impressionner. Le respect est aussi largement de mise, hein, comme lorsque Mao va aider Ueno à remonter d'une fosse pour le ramener sur la rampe avant de revenir sur le ring bras-dessus, hein, avant la fin du décompte à l'extérieur. On a parfois l'impression d'un match miroir, tellement ces deux-là se connaissent à la perfection, non sans quelques sourires échangés de temps à autre. Évidemment, l'alchimie est au rendez-vous, le match est rythmé, spectaculaire, et on se demande si Mao va enfin réaliser son rêve et créer l'exploit. Le post-match est touchant, hein, voire déchirant. L'histoire est superbement racontée dans ce main event de Peter Pan, qui correspond ni plus ni moins à leur plus gros show de l'année, hein, quand même. 4 étoiles 75 donc, pour cette très belle histoire racontée, et cette très belle performance offerte par les deux amis de toujours. Match à voir, à tout prix, bien évidemment. Et on va finir avec le numéro 1 hein, de ce classement, donc des matchs que j'ai préférés ces dernières semaines, ce dernier mois. Il s'agit de Swerve Strickland contre Will Ospreay, c'était lors du show Forbidden Door le 30 juin dernier, donc c'était le premier jour d'éligibilité d'ailleurs de ce top 5. 4 étoiles 75 pour la note, match comptant pour l'AEW World Championship détenu par Swerve Strickland. Nous étions dans le main event de Forbidden Door pour ce match très attendu. Superbe entrée d'Ospreay, hommage au légendaire Hayabusa, et ça ne sera pas le seul hommage qu'il rendra puisque sa grand-mère est décédée aussi juste quelques jours avant ce match. Ce main event aura largement tenu ses promesses, en tout cas, le public est à fond malgré la fatigue et la longue durée de ce show. La performance athlétique des deux catcheurs est de très haute volée. Mon passage préféré étant le Swerve Stomp porté par Strickland depuis la 3e corde directement sur Ospreay au niveau de la table des commentateurs, donnant l'impression d'un saut en longueur sans élan. Hein, c'était très spectaculaire à voir. Ospreay teasera à plusieurs reprises son Tiger Driver 91, hein, bien qu'il ait mis cette prise à la retraite. Les near fall frissons sont également de mise. Les moves s'enchaînent, l'alchimie est au rendez-vous et la dramaturgie monte d'un cran lors du bump d'arbitre et de l'intervention de Don Callis. Petit moment d'overbooking qui ne gâchera en rien, heureusement, la fin de ce match. Une fin de match d'ailleurs clean, et même à sens unique. Le respect entre les deux hommes sera de mise après le match. Vraiment un excellent match, de loin le meilleur de cette édition de Forbidden Door, et l'un des matchs de l'année, à n'en pas douter. Ospreay aura fait un très bon boulot pour mettre en avant le champion, et prouver qu'il avait l'étoffe d'en être un. 27 minutes, hein, donc de très bons catch, un excellent moment évidemment à recommander, et à consommer sans modération. Voilà, j'en ai fini avec ce top 5, et donc avec cette vidéo et cette édition du Manso 4, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas
à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout à liker, c'est très important pour ma visibilité. Hein, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Comme indiqué sur ma vignette, prochain rendez-vous, ce sera pour la review de SummerSlam, ce sera le 4 août. Là, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé dans les grandes lignes, en espérant que j'aurai plein de bonnes choses à raconter. Voilà, on va se hyper petit à petit. J'espère que les weekly seront bien construites pour nous donner encore plus la hype. Voilà, il va y avoir plein de choses. Il y aura le kick-off de vendredi. Il y aura encore des petites choses. Le countdown, peut-être aussi la prestation de Damien Priest aussi qui va être aussi invité lors d'un live. Bref, il y aura plein de choses. J'ai hâte de voir ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances si vous l'êtes. Et bon courage si vous travaillez encore. Et on se retrouve donc dans une semaine pour la review de SummerSlam. Et bien entendu, d'ici là, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.